Ok. C'est bon. Ok. Soyez la bienvenue sur notre page Pluriconseillers Expertise. Voilà. Soyez la bienvenue sur notre page Pluriconseillers Expertise. On a eu un souci technique sur la page de Dar Charlie Ali, votre serviteur. Alors, on continue le cours sur la page du cabinet Pluriconseillers Expertise. Je rappelle que le cours portait sur la mise en place d'une organisation comptable. Et on disait comme ça que pour mettre en place une organisation comptable, il fallait répondre à plusieurs situations, comme s'approprier l'organigramme d'une structure, comme s'approprier le document de gestion, tel que le manuel d'organisation, tel que le manuel des procédures. Est-ce que ça va? Je vous invite vivement, pour vous qui êtes acteur en société, praticien comptable, praticien du droit, à partager au maximum cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre les personnes qui en sont vraiment intéressées. Il s'agit du module portant sur la mise en place d'une organisation comptable. On a dit qu'il n'existe plus de principe comptable, mais il existe ce qu'on appelle les postulats et les conventions comptables. Alors, parmi la liste des postulats comptables, voilà, on a ce qu'on appelle le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. On avait cité tantôt le postulat de l'entité, le postulat de la comptabilité d'engagement, le postulat de la spécialisation des exercices, le postulat de la permanence des méthodes, le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. On a dit que ce postulat-là précisément, prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, consistait, pour ceux qui font ce qu'on appelle le crédit bail, c'est-à-dire le leasing, à considérer le bien qu'ils mettent, le bien qu'ils s'approprient comme bien crédit bail, à le considérer comme faisant partie de leur patrimoine. Alors on a signifié aussi que, est-ce qu'on sait ce qu'on appelle les conventions comptables? Alors, nous allons voir ce qu'on appelle les conventions comptables. J'invite tout et chacun à pouvoir partager cette vidéo partout où il soit, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, partout dans les communes, partout dans les villes, afin de toucher le maximum de praticiens. C'est un peu notre manière d'aider, de vous occuper pendant le confinement. Alors, ici, comme convention comptable, on en a aussi au nombre de 5 conventions que nous allons décortiquer. Convention du coût historique, convention du coût historique, convention de prudence, convention de régularité et de transparence, convention de la correspondance du bilan de clôture et du bilan d'ouverture. La convention de la correspondance du bilan de clôture signifie quoi? Et du bilan d'ouverture signifie que les sommes que nous avons au 31 décembre de l'exercice ou bien d'une année sont à reporter au 1er janvier d'une année suivante. Ça veut dire quoi de façon très simple? Cela signifie que si on a des soldes, on va dire d'une balance, la balance était récapitulative de toutes les classes. Dans la balance des comptes, on a toutes les classes, la classe 1 jusqu'à la classe 8. La classe 9 étant dédiée à la comptabilité en activité de gestion et elle n'est pas obligatoire. Elle n'est même pas à insérer dans la balance des comptes. Est-ce que ça va? Alors, vous allez voir que dans une balance, on a des comptes de la classe 1 à la classe 8 au 31 décembre. Mais au 1er janvier 2020, les comptes qui vont basculer, si vous voulez, les soldes de comptes au 31 décembre 2019 qui vont basculer au 1er janvier 2020, ce serait seulement que les comptes de la classe 1 à la classe 5. Si vous voulez que j'aggrave, dites aggrave mon consultant. Dites aggrave mon consultant et j'aggrave pour vous. On n'est pas pasteur. Hein? D'accord. Si vous voulez que j'aggrave, dites aggraver et j'aggrave pour vous. D'accord. Alors, la convention de l'importance significative. La convention d'importance significative. On parlera aussi d'une manière d'organisation en entreprise. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de manuel d'organisation. Certains ont commencé à me demander, c'est quoi le manuel d'organisation? Que vous soyez dans une quincaillerie, que vous soyez dans un cabinet comptable, que vous soyez dans une société commerciale, que vous soyez dans une société industrielle, que vous soyez, on va dire, dans un type de société ou ce qu'on appelle entité. Il faudrait utiliser un bon vocabulaire. Je vous ai dit que pour pouvoir s'exprimer, il faut avoir de l'éloquence.
à quoi? Voilà. Donc il faudrait savoir que vous qui êtes dans une société, il y a ce qu'on appelle manuel d'organisation. Le manuel d'organisation, c'est un outil de gestion qui est important en société. Toutes les entreprises ont besoin de ce manuel-là. Il permet de savoir, on va dire, la hiérarchisation à faire, la hiérarchisation à ne pas faire, les procédures à faire, les procédures à ne pas faire. Une entreprise évolue comme une organisation. Et il y a des étapes à suivre. On ne se lève pas comme ça pour aller verser de l'argent. On ne se lève pas comme ça pour pouvoir exécuter une tâche. On ne se lève pas comme ça de son poste pour aller à un poste un peu plus supérieur ou bien à un poste même du même palier. C'est pas normal. Et tout est expliqué dans le manuel d'organisation. Je pense qu'on va essayer de décortiquer ce que regroupe le manuel d'organisation. Alors, si vous êtes intéressé à savoir comment un manuel d'organisation est fait, si vous souhaitez aussi avoir un exemplaire de manuel d'organisation, mentionnez-moi votre adresse email. Mentionnez-moi tout de suite votre adresse email. Si vous mentionnez votre adresse email, je vous l'enverrai juste après cette vidéo. Mentionnez cette adresse email. Je vous donne juste 20 secondes pour mentionner votre adresse email. Caméraman, allez-y. Mentionnez votre adresse email. Je vous invite à inviter vos amis. Voilà, invitez vos amis pour qu'ils viennent suivre ce direct. Ok, mentionnez vos adresses email. Mentionnez vos adresses email. J'attends vos adresses email. Vous qui êtes intéressés pour avoir, je vais dire, un exemplaire du manuel d'organisation, mentionnez votre adresse email. Alors, pour vous qui êtes en train de nous suivre avant ou après, vous pouviez me joindre au 00 225 07 26 02 92 07 26 02 92. Ok. Mentionnez votre adresse email si vous êtes intéressé à avoir un modèle du manuel d'organisation. Mentionnez votre adresse email. Alors, un manuel d'organisation. Un manuel d'organisation. Un manuel d'organisation. Alors, j'écris le nom. Manuel. Voilà, je vais changer le marqueur. Voilà. Manuel d'organisation. Un manuel d'organisation. Ok. Merci pour Akko Charlotte pour le partage. Merci pour vous tous qui êtes en train de me suivre. C'est important. Voilà, on peut ne pas être comptable, mais on peut apprendre pas à pas la comptabilité de façon très simple. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est comme une consultation comptable. Alors, on va suivre ensemble. C'est quoi un manuel d'organisation? Voilà, un manuel d'organisation. Rachel Ouattara, bonne arrivée. Diawara Diawara, bonne arrivée. Merci pour tout le soutien de l'équipe KBFEC et Pluriconseil Expertise. Alors, manuel d'organisation. Le manuel d'organisation est un document de gestion qui est utilisé en entreprise. Il s'agit de quoi? Dans ce manuel d'organisation, il y a deux éléments qu'on utilise. Il y a ce qu'on appelle, je mets les deux flèches, il y a ce qu'on appelle organigramme. Organigramme. Il y a ce qu'on appelle organigramme. L'organigramme, c'est la hiérarchisation d'une entité. Alors, avec cette hiérarchisation, on sait qui est le boss, on sait qui est l'intérimaire, on sait quels sont les différents directeurs, on sait quels sont les différents services, quelles sont les différentes sections. On voit en fait l'ordre des choses. C'est comme une famille nucléaire. Quand vous arrivez dans une famille nucléaire, le boss, on va dire le père de famille, c'est le mari, c'est l'homme. Et ensuite, la femme. Ensuite, les enfants, à commencer par l'aîné. C'est comme ça. On va dire que le manuel d'organisation, on a l'organigramme et puis on a ce qu'on appelle le descriptif. Le descriptif des postes et des tâches. Le descriptif des postes et des tâches. C'est-à-dire, on va décrire
les postes et les tâches. Avec moi, vous allez apprendre la comptabilité pas à pas, vous aurez un amour pour la comptabilité. Chez nous, c'est satisfaire ou rembourser. Dans Charlie, général manager du cabinet, KBFEC. Il y a trop de pirates, c'est pour ça que je répète ça. Ok. Alors, l'organigramme. Alors, l'être humain est la parfaite organisation que Dieu a mis en place. Je ne suis pas en train de prêcher, mais je prends des exemples très simples pour que vous compreniez. Vous allez voir que au niveau du squelette humain, il y a ce qu'on appelle la tête à sa place, le bras à sa place, le pied à sa place. Imaginez-vous qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire la tête vient plutôt à la place du pied. On devient un maplo, on devient un sorcier. Vous voyez? Donc c'est pareil. Imaginez qu'on mette le DG en bas. Et puis on met les subalternes en haut. Vous-même, si on ne met pas de flèche de direction, vous allez dire, mais c'est pas normal. C'est comme ça. Quand vous arrivez dans une entreprise, même si les choses ne sont pas bien faites, demandez l'organigramme. Parce que peut-être ce n'est pas leur faute. Cela est parti de la mauvaise organisation qui aurait été mise en place. Donc quand vous rentrez dans une entreprise, si vous voyez que les tâches et les exécutions ne sont pas faites comme il se doit, regardez l'organigramme parce que tout peut partir à la base de ça. Donc, toute entité a besoin d'une manière d'organisation. Toute entité a besoin d'une manière d'organisation. J'attends les jeunes. Je ne vois pas les jeunes. Je ne vois pas les jeunes. Si les jeunes ne mettent pas les jeunes, moi je ne continue pas. Je ne vois pas les jeunes, cher ami. Merci Santo Lagarde d'être présent. Mohamed Fofana, merci. Balo Mamadou. Voilà, merci. Alassane Kone, Diawara Adjaratou, ma fille. Merci. Boko Jonas, merci. Ok. Ok, alors, l'organigramme, il se représente comment? J'ai fait un organigramme très simple. Voilà, ici, on a le DG. Ici, on a le DGA. Ensuite, on a département comptabilité. Ici, on a département commercial. Ici, on a département informatique. Alors, cher ami, tu peux zoomer un peu pour qu'ils puissent voir nos chers amis. Voilà, j'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez. Alors, j'ai mis ici DG. J'ai mis ici DGA. J'ai mis ici département informatique. J'ai mis ici département commercial. J'ai mis ici département comptable. Ça, c'est un organigramme standard que j'ai mis en place. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez ici qu'il y a des flèches. Il y a une flèche de direction qui est là. Regardez, il y a une flèche de direction qui montre la hiérarchisation des choses. Alors, si j'avais mis la flèche tout en haut, comme ça, cela signifie que le pouvoir part à partir du bas vers le haut. On parle de pouvoir ascendant. Ici, le pouvoir est descendant. Vous voyez, il part du DG jusqu'à venir en bas. Donc, cela signifie que le DG est le grand boss. Et ici, il faut faire attention. On a l'habitude de faire des organigrammes et on fait en tiret. On ne met pas la hiérarchisation, soit en haut ou soit en bas. C'est pas bon. On se dit qu'on fait des organigrammes, mais en réalité, l'organigramme n'est pas bien fait. C'est important de mettre des flèches. Cela indique la hiérarchisation d'un poste à un autre. Alors, ici, vous allez voir que le DG, quand je regarde, le DG, il est le patron de tout le personnel. Vous voyez? Et le DGA, on assume son intérim. Et en dessous du DGA, on a les départements informatiques, département commercial, département comptabilité. Dans le département comptabilité, je vais mettre ce qu'on appelle service. Je vais mettre ce qu'on appelle service. Service comptabilité. Bon, service comptabilité. Celui qui est au service comptabilité, est-ce qu'il peut avoir exécuté, je vais dire, une tâche recommandée par le département commercial? Est-ce possible? Est-ce possible? Répondez-moi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Alors, certains vont dire oui, c'est possible. D'autres vont dire non, c'est pas possible. Qu'en pensez-vous? Est-ce que quelqu'un qui est au service comptable peut recevoir des instructions du chef au département commercial? Quand vous regardez la hiérarchie, d'abord, il se trouve en bas, le service commercial. En réalité, il doit exécuter les tâches. Mais comment? Il doit pouvoir demander
cela a son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire le chef au département comptable. Quand vous êtes dans une entreprise, des fois, vous avez des supérieurs qui n'appartiennent pas à votre département, qui vous demandent à faire une tâche. Vous devez le faire. Mais comment? Vous devez pouvoir d'abord aviser votre hiérarchie. C'est tout. On ne dit pas non à l'entreprise. Ce n'est pas la sorcellerie pour dire que, ah bon, ils vont peut-être me mettre des bâtons dans les roues, ce n'est pas mon supérieur. Non! On ne sait jamais. On peut vous renvoyer même pour une subordination. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire que vous ne respectez pas les décisions. On vous renvoie. Et ça, c'est sans préavis. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes incompétent. Vous bloquez le système du travail. Et c'est là que vous allez comprendre que la théorie est différente de la pratique. Je vous dis ça en connaissance de cause. Ok. Donc, vous voyez, ici, tant bien qu'il est au service comptable, on dit qu'il doit exécuter, mais tout en avisant au préalable son supérieur hiérarchique. Alors, vous voyez, si je suis en train de vous dire comme ça, cela signifie que je connais déjà la politique organisationnelle. On va parler de politique organisationnelle. Alors, cette politique organisationnelle, c'est le manuel d'organisation. Est-ce que ça va? Je sais que je connais la politique organisationnelle. Alors, on a l'organigramme. Vous devez demander l'organigramme de l'entreprise. Pourquoi? Pour voir si les choses sont bien faites à leur juste valeur. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas être dans une entreprise où, quand on regarde le dispositif, les choses ne sont pas bien faites. Alors, voici l'ordre des choses. D'abord, on a la direction. Par ordre. On a la direction. On a les départements. On a les services. On a les sections. Et les postes subalternes. Quand vous êtes en train de faire un organigramme, vous devez avoir les 4 éléments. Cela dépend aussi de la taille, vous zoomez un peu, cela dépend aussi de la taille de l'entreprise. Chez nous, par exemple, on n'a pas de département parce que nous sommes une petite entité, nous sommes une PME. Voilà, donc on a direction et service. Oui. Mais dans d'autres structures, s'ils ont des départements, des services, des sections, voilà comment l'ordre doit être fait. On voit d'abord les directions, ensuite les départements, ensuite les services, ensuite les sections. Question à poser. Question à poser pour ma classe. Question à poser, d'accord? Question à poser. Partagez cela sur le collectif des comptables. Partagez ce direct sur le collectif des comptables. Pour ceux qui peuvent le faire, pour ceux qui peuvent le faire, commencez déjà à le partager sur le collectif des comptables pour que ceux qui sont comptables puissent le suivre. Ok, très bien. Adjara, commence à partager sur le collectif des comptables. Rachel, commence à partager. Les autres personnes commencent à partager sur le collectif des comptables. Ok. Alors, voici les différents ordres. Alors, une fois que l'organigramme est mis en place, on peut maintenant passer à l'autre phase, descriptif des postes et des tâches. Alors, vous pouvez être dans une entité où l'organigramme n'est pas fait. Comment il faut le faire? Si vous avez cette compétence, ou bien vous avez cette habilitation, c'est-à-dire on vous concède, on vous donne l'autorisation de mettre en place un organigramme, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez procéder par interview. Voici les conseils que je vous donne. Vous devez procéder par interview. Demandez déjà au directeur la liste des postes qui existent. On vous dit, ok, il y a le poste de vigile, il y a le poste de comptable, il y a le poste de chef comptable, le poste d'auditeur, il y a le poste de secrétaire, il y a le poste de... et ainsi de suite. Et vous hiérarchisez. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait la chose, c'est ça difficile. Pour hiérarchiser quelque chose, vous devez le maîtriser. On ne contrôle que ce qu'on maîtrise. Si tu ne maîtrises pas ta chose, comment tu as fait pour contrôler? Je connais des personnes qui ont le master, la maîtrise, le doctorat, l'expertise en comptabilité, mais ils ne maîtrisent pas la comptabilité de base. C'est-à-dire la comptabilité générale, pour ne pas dire la comptabilité approfondie. Et ils veulent du coup commencer par le haut diplôme qu'ils ont. C'est pas possible. Tu as le master en audit et puis en comptabilité. Pourquoi? Tu as fait ça à piger et puis autre. Et puis quoi? Tu dois maîtriser la comptabilité d'abord. Sinon, quand tu vas aller faire le contrôle, tu vas contrôler sur quelle base? Le gars va te faire des tours de magie. Tu ne pourras rien voir. Il va te contourner les choses. Donc, on peut avoir les diplômes, mais le diplôme n'est qu'une présomption de compétence. C'est-à-dire que tu as le diplôme, mais il faut aller t'exercer en cabinet. Parce qu'en entreprise, c'est la sorcellerie. En entreprise, voilà ce que les choses se font. On t'affecte un chef. Ce chef-là, il t'envoie, il fait le travail. Quand tu viens, tout est déjà fait. Et tu as fait 5 ans. Tu as dit, ouais, j'ai 5 ans d'années d'expérience. Non! Tu as 0 année d'expérience parce que quand on te dit, oui, je peux, tu as dit, oui, je pourrai. Oui. Est-ce que tu pourras? Oui, je pourrai. C'est pas bon, c'est je pourrai. C'est une manière de parler, juste une blague. Ok. Alors, donc, voici l'ordre des choses.
Tu dois procéder par interview si il n'y a pas d'organisation mise en place. Tu demandes la liste des postes et puis tu hiérarchises. Voilà, tu fais l'hiérarchie des postes. Les postes de premier niveau, les postes de second niveau, les postes de troisième niveau, les postes de quatrième niveau, ainsi de suite. Tu fais la hiérarchie des choses. Bien sûr, en tenant compte, je vais dire, de ces différents postes, voir, je vais dire, les choses. Ça peut aller. Si ça va, dites-moi, ça va. Si ça va, dites-moi, ça va. Si ça va, dites-moi, ça va. Si ça ne va pas, dites que ça ne va pas. J'attends. Si ça va, dites-moi ça va. S'il y a des questions, j'attends les éventuelles questions, ma classe. J'attends les éventuelles questions. J'attends les éventuelles questions. Posez les questions, c'est important. Posez les questions, c'est important. Ok, alors, on va passer à la seconde étape. Le manuel d'organisation est composé de deux éléments, l'organigramme et le descriptif des postes et tâches. Alors, l'organigramme, on l'a déjà décortiqué. Le deuxième point, ce qu'on appelle le descriptif des postes et des tâches. D'accord. Le descriptif des postes et des tâches. Je vais juste effacer à côté, si vous le permettez. Voilà. Voilà. Le descriptif des postes et de tâches. Il s'agit de quoi? Alors, pour ceux qui sont intéressés à avoir un exemplaire du manuel d'organisation, mettez votre adresse email. Sinon, je vais mentionner un lien sur lequel vous devez cliquer pour en recevoir cet exemplaire du manuel d'organisation. Ça peut aller juste un exemplaire. On ne va pas réinventer la roue. On vous donne un exemplaire et vous vous actualisez en fonction des activités de l'entité. C'est tout. Alors, le descriptif des postes et des tâches. Il s'agit de faire quoi? Alors, je vais encore remettre mon organigramme ici, DG. Voilà, ici, je vais mettre un DGA. Ici, je vais mettre secrétaire. Et ici, je vais mettre SCO, service comptable. Et ici, je vais mettre S, service SI, service informatique. SI. Et ici, je vais mettre SCOM. Voilà. Service commercial. Alors, ici, le descriptif des postes et des tâches va consister à faire quoi? Le descriptif des postes et des tâches va consister à prendre chaque poste, c'est-à-dire le DG, le DGA, la secrétaire, le service commercial, le service informatique, le service comptable, à les décrire de façon individuelle à travers 8 points. On va prendre 8 points pour décrire tous ces postes qui sont au niveau de l'organigramme. C'est ça le descriptif des postes et des tâches. Est-ce que ça va? Alors, on va les décrire à travers 8 points. Voici les 8 points. Vous allez prendre note, prenez votre cahier et asseyez-vous. Prenez note. On a ce qu'on appelle le rattachement hiérarchique. Le rattachement hiérarchique. On a ce qu'on appelle les relations fonctionnelles. On a ce qu'on appelle les objectifs du poste. On a ce qu'on appelle les tâches à faire. On a ce qu'on appelle les situations à établir. On a ce qu'on appelle les moyens et équipements.
on a ce qu'on appelle le profit souhaitable. Voici les 8 points. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il manque quelque chose? Il manque quelque chose. Alors, il manque les qualités. Voilà. Qualité ou exigence. Et ici, on a profit souhaitable. On a dit 8. 7, c'est pas 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ce sont ces 8 points, hein, ce sont ces 8 points hein, que nous allons utiliser à décrire pour chaque poste. Alors, c'est comme si on va prendre le poste de DG et on va décrire pour ces 8 points. On va prendre le poste de DGA, on va décrire pour ces 8 points. On va prendre le poste de service informatique, décrire pour ces 8 points. Quand vous avez la description de ces 8 points, je pense que vous, en tant qu'employé, vous n'aurez pas du mal à exécuter une tâche. Donc, l'idée ici, c'est de nous donner la définition des 8 points. En quoi consistent ces 8 points? Si vous avez la définition de ces 8 points, je pense que vous serez aguerri à savoir là où vous mettez les pieds. Ça peut aller? D'accord. On me demande ici si le descriptif des postes et des tâches est pareil à ce qu'on appelle la fiche de poste. Ça dépend. Ça dépend. La fiche de poste est exhaustive. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça semble être similaire, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est bon? Pas pareil en ce sens que le descriptif des postes et des tâches, comment je peux dire ça, se cumule, on va dire se jumelle avec l'organigramme. Et ce sont ces deux éléments qui forment le manuel d'organisation. Ça peut aller? Une autre question? D'accord. Ok. Alors, rattachement hiérarchique. Ça signifie quoi? C'est de dire qui est votre supérieur hiérarchique. Quand vous prenez le service commercial, on va dire le service commercial, le chef service commercial est rattaché hiérarchiquement au DGA. Nous voyons ça ici. Quand on va prendre le DGA, on va dire le DGA, c'est-à-dire directeur général adjoint, est rattaché hiérarchiquement au directeur général. Donc, rattachement hiérarchique, c'est le niveau de supériorité. Ok, relation fonctionnelle. On va dire rattachement fonctionnel ou relation fonctionnelle. Relation fonctionnelle, merci pour les jeunes, merci, ça nous permet de nous encourager. Relation fonctionnelle signifie quoi? Vous êtes au niveau du service commercial. Vous êtes au niveau du service commercial, vous êtes rattaché hiérarchiquement au DGA, mais vous pouvez avoir des relations de travail avec les autres postes. C'est ça, relation fonctionnelle. Ok, objectif du poste. Tâches à faire ou mes tâches à accomplir. Alors, il faut faire une différence entre objectif du poste et tâches à accomplir. Objectif du poste, c'est l'atteinte du résultat. Objectif du poste, c'est l'atteinte du résultat. Pour le poste de comptable, quel est votre objectif? Il y a des comptables qui viennent travailler, ils n'ont pas d'objectif. C'est quel type de comptable ça? Vous devez justifier votre salaire. Vous ne devez pas venir vous asseoir et ne pas apprendre. Il faudra, j'ai l'habitude de dire à mes assistants, il faudra apprendre au quotidien. J'aime dire aussi qu'aujourd'hui, on préfère écouter celui qui est capable. Vous savez que beaucoup d'entreprises ont du mal à prendre les stagiaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est objectif de résultat. Je te prends, qu'est-ce que je retire? Je retire soit un objectif financier, c'est que tu me fais entrer de l'argent. Un objectif humain, c'est que tu as ces capacités à m'aider au niveau des choses. Objectif matériel, tu as ces capacités, hein, on va dire, à pouvoir mettre en place un certain nombre de matériel. Posez votre question, je vous laisse juste 10 secondes. Chef, allez-y, je vous laisse juste 10 secondes pour cela. Ok. Alors, objectif du poste. Objectif du poste. Ici, vous devez avoir des objectifs. Vous devez avoir des objectifs. En tant que comptable, on va dire optimisation de la trésorerie. Optimisation fiscale.
c'est-à-dire utiliser les voies et moyens pour pouvoir payer moins d'impôts. On va dire gestion de la comptabilité générale. Mais pour optimiser la trésorerie de façon rationnelle, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, il y a des étapes à suivre. Ces éléments, ces étapes à suivre sont appelées tâches. Est-ce que vous voyez? Donc voici un peu la différence entre objectif et tâche. Tâches, ce sont tout ce que vous allez faire, tous les détails, c'est-à-dire saisir les pièces, si vous êtes un comptable, saisir les pièces, réceptionner les pièces, trier les pièces, analyser les pièces, passer les écritures au jour le jour, imputer, saisir les pièces. Il faut faire une différence entre imputer et saisir les pièces. En entreprise, quand vous avez une pièce, vous la réceptionnez, vous regardez, on va dire, la cohérence, c'est-à-dire la pertinence de la pièce. Est-ce que cette pièce-là est rattachée à l'activité de votre entreprise? En principe, sur la pièce, il doit avoir le nom de votre entreprise. Si cela figure, vous devez regarder si c'est une pièce d'achat, ou bien une pièce de vente, ou bien une pièce de caisse, ou bien une pièce de banque. Oui, donc tout ça rentre dans les tâches. Mais pour une secrétaire, c'est différent. Pour une secrétaire, tâche à faire, on va dire, elle doit recenser les clients, elle doit orienter les clients, elle doit sourire aux clients, plein de choses. Donc, vous voyez, d'un poste à un autre, c'est différent. Alors, situation établie. Les situations établies, ce sont un peu les documents à transmettre. C'est un peu le tableau de bord. Voilà, point comptable. Quels sont les documents qu'il transmet au quotidien? Vous devez le savoir. Quels sont les documents qu'il transmet par semaine? Quels sont les documents qu'il transmet par mois? Vous allez voir que s'il gère la partie caisse, il doit transmettre l'état de la caisse, sur le point de la caisse, la situation de la caisse. La périodicité, ça doit être journalière et mensuelle. L'état des créances, la balance des comptes, je vais donner les différents états à transmettre. Concernant la périodicité, ça peut être journalière, ça peut être mensuel, ça peut être au besoin, plein de choses. Et le destinataire, c'est qui? C'est le supérieur hiérarchique. Donc, voici la liste des documents point comptable. Le point des caisses, le point de la créance, quels sont ceux qui nous doivent? Le point des clients, voilà, on va dire. Le point des fournisseurs, quels sont ceux à qui on doit? Le point de la banque, le point des impôts, le point des salaires, la balance des comptes. Voici en réalité ce que votre employeur a besoin d'avoir. Et d'autres éléments, voilà, pour ceux qui veulent, les emplois de manière d'organisation, ils vont voir de façon exhaustive les choses. Mais pour une secrétaire, elle va transmettre quoi? L'état des appels. C'est ça, l'état des appels. On va dire le point, le registre de transmission. C'est qu'elle reçoit un document, elle soumet forcément au destinataire auquel il a droit. Elle doit le ratifier dans un cahier, le registre d'appel, le registre de documents, le registre d'entrée, le registre de sortie. Elle doit faire ce point. C'est ça les situations à établir. On a ce qu'on appelle les moyens équipements. Quels sont les documents, les supports, les matériels qui sont utilisés dans les sites où on fonctionne? Voilà. Point comptable, il a quoi comme manuel? Il a le manuel d'organisation qu'il utilise, il a un bureau qu'il utilise, il y a une imprimante qu'il utilise, il y a un ordinateur qu'il utilise, il y a le code général des impôts qu'il doit avoir, il y a une imprimante, un ordinateur, une armoire bien sécurisée, un bureau bien sécurisé. Vous qui avez un poste qui n'est pas sécurisé, vous allez voir que du jour au lendemain, vous allez voir la disparition de vos documents. Vous savez comment? Il suffit que non, vous avez votre ordinateur ouvert, vous sortez, quelqu'un passe par là, ce n'est pas sécurisé. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas protégé par un mot de passe. Si c'est protégé par un mot de passe, lorsque il clique dessus, il fait clic droit, delete. Dieu ça dit effacer, ça s'efface, c'est fini. Il n'y a pas histoire de dire qu'il faut appeler un pasteur pour que ça revienne. Ça ne va pas revenir. C'est fini, c'est bon. C'est fini. Ah ben non. Donc, autour de cette formation que j'allais mettre en place, on va vous apprendre aussi à sécuriser votre fichier comptable pour ceux qui vont faire cette formation. Sécuriser votre fichier comptable, de sorte que quand quelqu'un veut le supprimer, évidemment, on va demander le mot de passe. C'est comme les chaînes, voilà, de canal. Lorsqu'il y a un code parental, l'enfant ne connaît pas le code parental, mais il veut regarder la chaîne, on lui exige. Tant qu'il ne met pas le code, ça ne passe pas. C'est pareil avec nos fichiers. Même nos documents Word, Excel, il y a la manière de protéger. Formez-vous correctement en Word et Excel. Tout ça, on le fait au cabinet Pluie, conseil expertise, cabinet CABEFEC. Alors, qualité ou exigence du poste. Les qualités ou exigences du poste, ce sont un peu, on va dire, les qualités qu'on souhaite pour le comptable, ou bien pour la secrétaire, ou bien pour le commercial, ou bien pour le directeur général adjoint. En tout cas, pour tous les postes qui forment l'organigramme. Alors, je vais prendre par exemple les qualités requises pour un comptable. On a quoi d'autre? Les qualités requises pour un comptable, on a quoi d'autre? On a par exemple, on va dire, la rigueur, on va dire l'organisation, et puis quoi d'autre? La disponibilité, quoi d'autre?
perspicace, quoi d'autre? Esprit d'équipe, quoi d'autre? Garder le secret professionnel, quoi d'autre? Pertinence, quoi d'autre? Ponctualité. Alors que pour une secrétaire, on a quoi d'autre? Est-ce qu'on a la rigueur? Non, jamais. Donc vous voyez, d'un poste à un autre, c'est différent. Vous devez réfléchir à ça. En tout cas, si vous devez mettre en place, vous avez déjà un exemple, c'est fini, vous réactualisez, mais en fonction, on va dire, du poste et des activités de l'entreprise. Pour la secrétaire, on va dire, elle doit être souriante, elle doit être, comment je peux dire ça, aimable, elle doit être quoi d'autre encore? Elle doit être quoi d'autre encore? Bien habillé. Elle doit être bien habillée, voilà, bien habillée, et puis plein d'autres choses. On ne dit pas que le comptable ne doit pas sourire, mais ça fait partie des derniers éléments. Les premiers éléments, c'est la rigueur pour le comptable. M'avez-vous entendu? Ok. La transparence. Transparence, voilà. Transparence, voilà. Merci bien. Merci Alassane Koné. Merci, c'est gentil pour vous qui participez. C'est important. C'est important. Alors, profil souhaitable. Quand il dit profil souhaitable, ce n'est pas profil argent, ça dit P-R-O-F-I-T. Non. C'est un L à la fin. Et L à la fin. Profil souhaitable. Profil souhaitable. Il s'agit de voir qui peut occuper ce poste. Il s'agit de quoi? De donner le niveau académique et l'expérience. Des fois, on nous dit qu'on a besoin d'un comptable avec un bac plus 2. Voilà, c'est-à-dire le diplôme, c'est le bac plus 2, c'est-à-dire niveau BTS. Plus X années d'expérience. Les X années d'expérience, c'est-à-dire que vous êtes passé déjà dans une entreprise où vous avez déjà exercé. Est-ce que vous voyez? Alors, pour avoir l'expérience, il va falloir se mettre à disposition des entreprises auxquelles ils vont vous donner ce qu'on appelle, je vais dire, un certificat de travail qui atteste que vous avez été dans la structure. Sinon, si vous êtes déjà en cours, c'est une attestation de travail. Faites une différence entre attestation de travail et certificat de travail. Certificat de travail, le contrat est déjà mis fin et on vous le remet à la fin. Mais si vous êtes en cours de travail, que vous demandez un justificatif, que vous êtes en train d'exercer, c'est une attestation de travail. Alors, donc, on va vous dire, on recherche un bac plus 2 années d'expérience. Laissez-moi vous donner un secret. Quand vous recherchez un emploi, quand vous avez déjà le montant du poste auquel vous devez prétendre comme prétention salariale, on va dire pour un comptable bac plus 2, c'est entre 250 et 350. C'est ça. 250 et 350. Ça, c'est le tarif. Mais si vous avez encore des années d'expérience, par année d'expérience, vous devez faire entre 25 000 et 50 000 par année d'expérience. Je vous donne un exemple. Si vous mettez 250 à 350, bon, vous figez peut-être 250 000 francs comme salaire à recevoir. Alors, dites-vous que par année d'expérience, c'est 25 000. Donc, si vous avez 2 années d'expérience, ça fera 25 000 fois 2. Ça fait 50 000. Plus les 250 000, ça fait 300 000. Ça vous donne une idée sur la plage, on va dire, l'intervalle de salaire à proposer comme prétention salariale. Donc, vous pouvez partir à partir de 300 000. Parce que vous êtes différent de celui qui n'a pas d'année d'expérience. Il faut faire très attention. Et pour ceux qui recherchent un emploi, je vous dis une chose. On peut être bien formé, mais il y a encore une autre bataille. Celui de savoir les offres, les bonnes offres attrayantes. Et d'avoir aussi ce qu'on appelle 2 éléments. Un bon CV attrayant et une bonne lettre de motivation attrayante. Un bon CV attrayant et une bonne lettre de motivation attrayante. Quand vous recherchez un emploi sur votre CV, mentionnez le poste auquel vous recherchez. Si c'est le poste de caissier, vous mettez caissier. Si c'est le poste de comptable, vous mettez comptable. Et le nombre d'années d'expérience qui figure sur le CV, vous le mentionnez juste en dessous. Vous le mettez par exemple 2 ans d'expérience en parenthèse. 2 ans d'expérience en parenthèse. 3 ans d'expérience en parenthèse. Et quand vous faites une soumission d'offre, vous devez relooker votre CV en fonction de l'offre. On ne postule pas avec le même CV pour plusieurs offres. C'est la meilleure manière de ne jamais être retenu. Chaque fois que vous avez une offre d'emploi, vous devez relooker le CV autant de fois. Est-ce que c'est comme chercher une femme? Quand vous partez vers la femme, elle a des atouts, elle a des qualités, elle a des choses qu'elle souhaite entendre. C'est ce que vous devez pouvoir dire. Alors, sur le CV aussi, vous avez une offre d'emploi. Sur l'offre d'emploi, on dit on recherche un comptable qui a une qualité rigoureuse, qualité exigeante, garder le secret professionnel. Sur votre CV, on doit avoir ça aussi. On peut voir aussi un autre poste de comptable où c'est marqué qualité souris,
qualité, esprit d'initiative, qualité, quoi d'autre? Pertinence, qualité, avoir un bon sens d'écoute, qualité sociale. C'est cela aussi qu'on doit avoir. Donc, vous voyez, les mêmes postes de comptable n'ont pas les mêmes qualités. Sachez lire. On ne poursuit pas comme ça. On regarde ce qui est dans le contenu pour pouvoir reloquer son CV. Vous allez voir que dans l'offre, c'est dit que le comptable doit savoir imputer, saisir, maîtriser les déclarations fiscales. Par contre, dans un autre poste, vous allez voir qu'ils vont dire le comptable doit savoir monter les états financiers, maîtriser les procédures comptables, administratives, organisationnelles. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on doit avoir ça dans ton CV. Donc, si tu n'es pas passé par le cabinet fait, dans le cabinet pluie, conseil expertise, pour avoir un diplôme certifié et reconnu au niveau national et international, c'est fichu. C'est fichu. S'il y a des anciens récipiendaires de KVF PCE qui n'ont pas encore trouvé de l'emploi, qui se mettent en contact déjà avec nos services pour qu'on les trouve, qu'on les mette dans notre plateforme. Ça peut aller. Faites très attention quand vous soumissionnez l'offre d'emploi. Faites très attention, il y a des offres. Même après la crise, il y aura des offres. Soyez prêts, soyez-en sûrs. Après cette crise, il y aura mille d'opportunités. C'est maintenant, certains vont commencer à se faire former. Il sera tard. Parce que ceux qui seront prêts, c'est ceux-là qui vont utiliser leur temps à se former déjà à distance. C'est pour ça que nous, à notre niveau, on a dit qu'on va faire 2 formations gratuites. Mise en place d'une comptabilité au sein d'une entreprise, élaboration d'une manière de procédures administratives, financières et comptables. À part les 2, tout le reste sera payant, mais un bon coup. Et partage d'expérience. On va dire transmission des vidéos. Vous pouvez lire la vidéo selon votre propre rythme. C'est très important. Donc, pour le manuel d'organisation, voici les points qui y sont. Est-ce qu'on peut continuer? Si on peut continuer, mentionnez-moi. On continue. Si vous me mentionnez, on continue, on continue. Si vous voulez qu'on stoppe, on va stopper. D'accord. Merci pour les jeunes. On peut continuer. D'accord. On me dit qu'on peut continuer. Alors ça, c'est mon numéro 07 26 02 92. Vous mettez plus 225 pour vous qui êtes à l'extérieur. Vous pouvez me joindre par WhatsApp. Voilà, vous pouvez me joindre aussi par SMS. Merci bien. Alors, on va continuer. Alors, on va continuer. Il y a certains qui sont vraiment, je vais dire, inspirés. Mais on fait quoi pour le formateur? Ils sont inspirés, mais on fait quoi pour le formateur? Caméraman, on fait quoi pour le formateur? Hein? Ils sont inspirés, mais on fait quoi pour le formateur? Commencez à payer les dîmes. Va commencer à prendre les dîmes. Ils sont combien même? Ok. Commencez à payer les dîmes. Commencez à payer les dîmes. Ok, mettez les cœurs pour que moi je commence. Mettez les cœurs pour que je commence. Si vous voulez que j'aggrave, je vais aggraver. Ok. Mettez-moi mes cœurs. Je veux les cœurs. Je veux les j'aime. Mettez-moi mes cœurs. Mes cœurs. Mettez-moi mes cœurs. J'avance. Ok. Alors, les conventions comptables. On a la convention du coût historique, convention de prudence, convention de régularité et de transparence, convention du bilan de clôture, bilan d'ouverture, convention de l'importance significative. Mettez les cœurs. Certains veulent bloquer peut-être la vidéo. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Sinon ça va s'interrompre. Et les gars qui sont vraiment, je ne sais pas, on fait quelque chose de gratuit et ils veulent bloquer la vidéo. Mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, ça va être interrompu et ce ne sera pas ma faute. Ok. Alors, on nous dit que l'organisation comptable de l'entreprise doit satisfaire aux exigences de régularité, de sécurité. C'est-à-dire que quand vous mettez en place
une organisation comptable, on doit avoir la sécurité, on doit avoir l'authenticité de ce qu'on appelle les écritures que vous mettez à la place. Parce que cela sert d'instrument en termes de décision. La comptabilité, c'est un peu, on va dire, l'algèbre du droit. C'est-à-dire, pour mettre en place le droit, on se sert souvent de la comptabilité. C'est bon? Alors, l'organisation du système comptable s'appuie sur un système d'information de gestion. C'est-à-dire qu'ici, pour gérer la comptabilité, on ne gère plus la comptabilité de façon, on va dire, manuelle. Avant, vous avez entendu, vous avez dit pendant vos cours théoriques à l'école, vous aurez dû entendre, par exemple, que la comptabilité doit être tenue à jour, au jour le jour, sans blanco ni rature. Qui a entendu parler de ce type d'expression? Qui a déjà entendu parler de ce type d'expression? Mettez les cœurs pour ne pas que cette vidéo soit bloquée. Et partagez au maximum dans les différents groupes auxquels vous êtes membre. Qui a déjà entendu parler de cette version? Que la comptabilité doit être tenue au jour le jour, sans blanco ni rature. Qui a déjà entendu parler de ça? Alors, vous savez pourquoi on donnait ce genre de thème? On le donnait parce que, de façon, on va dire, historique, pas préhistorique. Préhistorique, c'est à l'âge de la pierre polie et taillée. Voilà. De façon historique, on tenait la comptabilité, et de façon historique, c'est dans les années 1990 jusqu'à plus. Voilà. Sinon, bien avant, la comptabilité a existé. Et on va dire, le penseur de la comptabilité, c'est même un prêtre catholique, un franciscain. Il s'appelle Luca Pacioli. Il faut être cultivé. La culture, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. C'est bon? Ça, c'est ma signature d'Archali. La culture, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. Ok. Alors, ici, il faut savoir que la comptabilité, autant était tenue de façon manuelle. C'est pour ça qu'on vous disait qu'elle doit être tenue au jour le jour, bien sûr, mais sans rature ni blanco. Aujourd'hui, on tient la comptabilité avec ce qu'on appelle les SIG. Les SIG, ce n'est rien d'autre que les systèmes informatiques de gestion. Cela signifie qu'on tient la comptabilité avec un outil informatique qui permet d'automatiser les données chiffrées. C'est tout. Donc, comme outil informatique qu'on utilise aujourd'hui, on a des logiciels de gestion. Les logiciels de gestion tels que le logiciel Sari Comptabilité, qui permet de gérer la comptabilité à lui seul, la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la comptabilité budgétaire. On a le logiciel Sari Pay qui permet de gérer à lui seul les ressources humaines. Les ressources humaines, et quand on dit les ressources humaines, ce n'est pas seulement que l'édition de la paye, non. Ce n'est pas seulement que l'édition des bulletins de salaire, non. C'est un peu tout ce qui est rattaché aux ressources humaines, c'est-à-dire gestion des conflits, gestion des carrières, gestion des compétences. Voilà. Gestion, voilà, des ressources humaines. La paye n'est que, on va dire, une fine partie des ressources humaines. Ça peut aller. Et vous, en tant que comptable, si vous maîtrisez les ressources humaines, c'est encore un plus. Parce qu'aujourd'hui, avec les entités, beaucoup de personnes ne souhaitent pas recruter des chefs de ressources humaines. Sinon, ce n'est pas le rôle du comptable de pouvoir faire la paie, de pouvoir faire les salaires. En principe, c'est un chargé, sinon un assistant qui est spécialisé en ressources humaines qui devrait le faire. Mais compte tenu, on va dire, du niveau économique, on se permet de pouvoir recruter un comptable à qui on demande de pouvoir procéder à cela. Parce que n'oubliez pas, dans la fiche descriptive des postes et des tâches, dans les tâches à faire, on mentionne une tâche que vous connaissez tous peut-être, d'autres non. C'est mentionné, exécuter toute autre tâche à lui être confiée. Avec ça seulement, même si le directeur te dit va au marché, tu dois aller. Parce que si tu veux mettre tes bâtons à l'intérieur, il va commencer à te faire les choses que tu ne dois pas faire. Donc c'est important. Tout n'est pas mentionné dans le contrat de travail, mais dans le descriptif des postes et tâches, on mentionne de façon exhaustive. On ne va pas tout mettre, mais cette seule mention permet de vous occuper en termes de compétences, en termes de connaissances. Alors, on utilise d'autres types de logiciels, tels que les logiciels SAP, tels que les logiciels QuickBooks. Je rappelle que nous formons en SAP, nous formons en QuickBooks, nous formons à la certification Microsoft Excel, dont le diplôme est signé et reconnu par Microsoft. Le diplôme est signé par le délégué régional Microsoft. Pour tous ceux qui sont intéressés, 07 26 02 92. 07 26 02 92. Dar Charlie. Voilà. Ceux qui sont intéressés en fait une certification en ligne. Ok. Alors, donc vous allez voir que pour la plupart, on utilise ces logiciels-là pour automatiser, on va dire, les données comptables. C'est bon?
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir de façon manuelle. Les choses sont informatisées. Donc, mon frère, si tu ne maîtrises pas Excel, que tu sois comptable ou bien peut-être financier, mais d'une autre, je vais dire, d'un autre diplôme, il est important de maîtriser des logiciels qui sont automatisés. C'est ça les SIG. Quand on parle des SIG, il s'agit des logiciels. Alors, vous allez voir que dans ces logiciels-là, il y a des boutons, par exemple, qui gèrent la caisse. Il y a des boutons, par exemple, qui gèrent le stock. Il y a des boutons, par exemple, si tu veux, les boutons sont les modules qui gèrent la facturation, qui gèrent le suivi budgétaire, qui gèrent la comptabilité générale. Si vous voulez, toutes les activités de l'entreprise. Donc, ici, vous devez maîtriser ces logiciels. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas forcément les comptables, mais tout le monde peut maîtriser ces logiciels. C'est pour ça que chez nous, ici, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau débutant et il y a un niveau professionnel. D'accord. Alors, vous allez voir qu'au sein d'une entreprise, il y aura des personnes qui travaillent en réseau, c'est ce qu'on appelle multiposte, et il y aura des personnes qui travaillent seules sur un poste. Si on est dans une entreprise et que vous avez plusieurs comptables, en réalité, le conseil qu'on donne à cette entité, c'est que vous devez travailler en réseau. Travailler en réseau, ça se fait comment? On fait en sorte que le fichier comptable que vous avez, si vous êtes 3, parmi vous 3, il y a un qui est dédié comme poste serveur, c'est-à-dire qui est le serveur. Et pour être dédié comme poste serveur, vous devez avoir une grande capacité au niveau de 10 du interne. Voilà, donc le serveur est là, et les deux autres postes sont considérés comme des postes clients. Cela signifie quoi? Quand le poste A client saisit, le poste B client saisit, ces deux données se redressent dans le poste serveur automatiquement. Cela signifie que si le poste A est en train de saisir dans le journal achat janvier, le poste B peut saisir dans le journal achat février. Oui, ça c'est le réseau et automatiquement les données sont mentionnées dans le serveur. Alors que si vous devez travailler de façon monoposte, si vous êtes au niveau du poste A, lorsque vous êtes en train de travailler sur le fichier comptable, vous devez finir, mentionner sur une clé USB et remettre la clé USB au poste B. L'utilisateur du poste B, qu'est-ce qu'il fait? Il copie le fichier comptable et il essaie de l'ouvrir encore. Cela permet d'avoir, je vais dire, une inefficacité en termes de travail. Alors qu'en réseau, le travail est encore plus rapide. Ça peut aller? Ok. Alors, il est fondamental de sécuriser les données afin de s'assurer de la fiabilité des informations. Si les données ne sont pas sécurisées, les données ne sont pas fiables. C'est sûr. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on perd les données, du jour au lendemain, on laisse la porte ouverte, du jour au lendemain, on perd l'ordinateur. L'ordinateur peut se retrouver, on va dire, chez XY et on a des images, ou bien on a le bulletin de salaire de personnes qui sont dites confidentielles. Vous voyez, ça veut dire qu'on n'a pas un bon dispositif de sécurité. C'est pour ça que, ici, quand on parle de sécurité informatique, c'est très important. Mais il y a aussi la sécurité comptable. Il faudrait sécuriser les données. Il faudrait sécuriser les données. Alors, ici, pour sécuriser les données, on vous donne ceci comme je vais dire, outil de sécurisation. On vous demande qu'il faudrait sauvegarder toutes les données au jour le jour. Et ces sauvegardes doivent se faire sur des supports tels que les clés USB, tels que les disques ou CD, ou bien peut-être se l'envoyer par adresse email. Et quand vous faites cette sauvegarde, il ne faudrait pas la garder dans le lieu de travail auquel vous faites la sauvegarde. Imaginez-vous que vous fassiez la sauvegarde sur le lieu du travail de votre armoire. Bon, c'est le feu. Est-ce que le feu va faire la différence entre l'armoire de travail et puis votre ordinateur? Non, ça va ravager tout. Alors que vous avez pris le soin de prendre ces sauvegardes et de les mettre ailleurs, autre que le lieu de travail. Je pense que si à Sinit, ou bien s'il y a un cas de force majeure, vous pouvez reconstituer, on va dire, ces données. Vous allez voir qu'un grand pays comme les États-Unis, au niveau, parce qu'il y a certaines personnes influentes au niveau de ce pays-là, au niveau militaire, voilà, j'ai des amis. Alors vous allez voir qu'un grand pays comme les États-Unis, s'il arrive qu'on bombarde les États-Unis aujourd'hui, je ne le souhaite pas, vous verrez qu'ils pourront faire une reconstruction des données parce que les serveurs ne se trouvent pas aux États-Unis. Ça se trouve ailleurs dans un autre pays. Si vous me le demandez, je ne pourrais pas vous le dire parce que ça c'est confidentiel. Ça vous dit qu'il faut faire très attention dans les systèmes sécuritaires. Imaginez-vous que s'il y a un sinistre dans une maison, bon, est-ce que vous êtes assuré? Si vous n'êtes pas assuré, c'est fini. Oui, c'est fini. Donc il faut faire très attention. Même quand vous êtes en train de travailler ailleurs, faites toujours la copie. Parce que quand vous renvoie, bon, vous partagez vos connaissances. Mais vous ne pouvez pas utiliser les mêmes techniques de la même entité ailleurs. Ça fait en fait une concurrence déloyale. Parce que l'idée c'est quoi? Votre employeur, vous devez avoir de bonnes relations. Il ne faudrait pas qu'il découvre que vous êtes en train de faire vraiment vous êtes en train de lui tordre le cou. C'est important.
Ok. Alors, ici, on nous parle de sécuriser avec des mots de passe. Quelqu'un peut prendre, je vais dire, toute une année à vérifier votre mot de passe. Il s'arrête. Il sait que quand vous venez, vous fassiez comme ça. Donc, comme ça, il sait que c'est la lettre P, vous tapez. Quand vous fassiez comme ça, une seconde fois, il sait que c'est la lettre, je vais dire, la lettre D. Quand vous fassiez comme ça, il sait que c'est la lettre O que vous tapez. Depuis pendant toute une année, et puis le jour qu'il veut vous pirater, vous pirate. C'est pour ça qu'il est recommandé de pouvoir changer de mot de passe de façon périodique. Minimum 3 mois. Chaque 3 mois, vous changez de mot de passe. Mais chaque semestre, mais chaque mois. À vous de définir. Ne gardez pas tous les mêmes mots de passe. Vous allez voir qu'il y a des banques, aujourd'hui, il y a des serveurs, ou bien des Livebox, c'est-à-dire les déposits d'Internet, hein, qui ont tout gardé leur mot de passe au niveau de leur adresse IP. Donc, quand vous tapez admin, vous rentrez déjà et on vous pirate. C'est trop élémentaire, il faut les changer. C'est comme les puces. La plupart, Orange, c'est 4 fois 0. MTN, c'est 5 fois 5. Vous voyez? Donc, il faut faire attention, changer le mot de passe, c'est important. Changez vos mots de passe. Au niveau des fichiers comptables, il est important aussi de changer les mots de passe. Parce que quelqu'un peut venir introduire des données pour pouvoir peut-être, ou même supprimer même des données que vous avez saisies. Imaginez que vous avez fait des séries de 1000 pièces. Et puis, la personne sélectionne tout, il fait CTRL A et il fait delete, ou même supprimer. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore dans la corbeille pour aller supprimer réellement, on va dire, ces données. Charlotte, épouse à peau, bonne arrivée, mais tu es en retard. Christian Amoussou, mon cousin, bonne arrivée. Alors, il faut faire très attention, sécuriser vos données. Vous-même, en tant que, je vais dire, gestionnaire, vous n'êtes pas peut-être comptable, mais vous êtes un gestionnaire, mais un employé, vous devez sécuriser vos données. Sachez sécuriser vos données, c'est important. Alors, vous allez voir ici que il y a ce qu'on appelle la maintenance. Si vous ne faites pas la maintenance de vos outils, de vos matériels, vous allez voir qu'ils seront vieillissants et seront caducs. Et du jour au lendemain, vous allez perdre vos données. Est-ce que vous êtes arrivé une fois d'utiliser un ordinateur où quand vous venez, il ne s'allume pas, vous commencez à frapper votre tête parce que tout le dispositif de travail se trouve là. Donc commencez déjà à le faire. Si vous ne savez pas le faire, 07 26 02 92. SMS ou WhatsApp 24 sur 24. Ligne privée. Et vous mentionnez votre besoin avec précision. Merci. Alors, les obligations comptables. Alors, ici, l'employeur a besoin de savoir si vous maîtrisez le livre journal, le grand livre, ou bien quoi d'autre encore, la balance générale des comptes. Laissez-moi vous dire que tous ces éléments-là figurent dans le logiciel. Tout le monde peut se former dans les logiciels comptables. Il n'y a pas que les comptables. Voilà, c'est ce qu'on appelle recyclage. On peut faire un recyclage, on peut faire même une transformation d'une personne qui n'est pas du domaine. Ça, c'est notre compétence. Alors, vous devez savoir que il y a ce qu'on appelle aussi le livre d'inventaire. Généralement, quand on parle d'inventaire, certains pensent au comptage physique des biens. Vous allez voir que pour une officine, voilà, une officine optique, quand on va dire inventaire, ils vont commencer à compter les paires de lunettes, tout ça. Mais on doit faire l'inventaire aussi des immobilisations, l'inventaire des stocks, l'inventaire des clients, l'inventaire des fournisseurs, l'inventaire de la banque, l'inventaire de la caisse, l'inventaire des charges, l'inventaire des produits. Vous voyez, il y a beaucoup d'inventaire à faire parce que faire l'inventaire, c'est faire le point général. Si vous êtes d'accord avec moi, dites merci chef. Écrivez merci chef et je continue. Si vous êtes d'accord avec moi, dites merci chef et je continue. J'attends. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Mentionnez les cœurs. Si vous voulez que j'aggrave, j'aggrave. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Ok. Alors, donc, vous voyez, donc faire l'inventaire, ce n'est pas seulement les immobilisations. On doit faire l'inventaire. Faire l'inventaire des immobilisations, on va faire le comptage physique. Ce qui existait, est-ce que c'est ce qui existe toujours? Si ça n'existe pas, toujours, il y a une traduction comptable. C'est-à-dire les écritures comptables. Certaines mentionnent sur feuille, mais ne traduisent pas de façon comptable. Ce n'est pas comme ça. Confiez aux spécialistes. Demain, quand vous allez avoir un contrôle, vous allez dire, ah, moi a dit, toi a dit. Ce n'est pas comme ça en fait. Stock, pareil. Et puis on n'est même pas cher. Aïe, on n'est même pas cher. 07 26 02 92. On est là.
les officines, contactez vos patrons. Dites-leur qu'on peut leur permettre de payer moins les impôts. Dites-leur qu'on peut leur permettre de pouvoir faire une meilleure organisation qui va durer. C'est ce qu'on appelle fiabilité. L'entreprise doit être fiable jusqu'à 100 ans. Ok, jusqu'à 99 ans plutôt. M'excusez. Alors, faire l'inventaire des clients. Faire l'inventaire des clients consiste à voir si le solde qu'on a au niveau des clients correspond à ce qui figure dans l'ordinateur. Des fois, on transcrit sur feuille et puis on saisit aussi dans le logiciel. Donc, on va faire une comparaison. C'est pareil avec les fournisseurs. C'est pareil avec la banque. Bon, vous avez vos relevés des banques. Bon, pour vous qui n'êtes pas praticien comptable, comment vous faites le contrôle? Vous allez prendre les souches, les chéquiers et vérifier chaque souche si cela correspond à ce que le relevé a dit. Vous ne devez pas avoir seulement que quelques éléments. C'est quoi? Les frais. Parce que vous ne devez pas savoir comment les frais sont prélevés. Parce que c'est en fonction de vos opérations qu'on vous donne les frais. Donc c'est ça qui doit venir un rapprochement. Pour ceux qui sont comptables, il y a une technique qu'on utilise qu'on appelle rapprochement bancaire, qui permet de faire une comparaison entre ce qu'on appelle le grand livre comptable. C'est le grand livre du compte banque avec le relevé. Et ce sont ces deux éléments-là qu'on compare à faire le rapprochement bancaire. Ça peut aller. Vous devez faire aussi l'inventaire de la caisse. Vous devez faire l'inventaire des impôts. Bon, vous payez les impôts, mais laissez-moi vous dire que tout le monde ne déclare pas de façon réelle ses comptes. L'État même sait que vous trichez. Oui, je le dis, l'État sait que vous trichez. L'État sait que vous ne déclarez pas, si vous voulez, de façon juste les chiffres. Mais c'est pour cette raison que l'État vous donne jusqu'en fin d'année à faire ce qu'on appelle la régularisation. Donc vous allez voir que la régularisation ici, c'est un rattrapage d'écriture. C'est une correction que vous devez faire. C'est comme si vous devez, je vais dire, déclarer ce qui n'avait pas été déclaré. Et ça, c'est en fin d'année. C'est pour ça qu'on parle de régularisation. Donc vous allez faire la régularisation de la TVA, la régularisation de la TSE, la régularisation de l'ITS, la régularisation même de la CNPS. Pour savoir les impôts que vous devez payer, ou bien les impôts auxquels vous devez avoir droit, alors vous devez prendre simplement un document, la DFE. Sur la DFE, se trouve la liste des documents. Vous allez prendre une officine, une pharmacie, une société commerciale, une société industrielle. Pour savoir les impôts que cette société ou cette entité doit payer, c'est la DFE. La DFE, c'est la déclaration fiscale d'existence. Une entreprise qui se crée a une DFE. C'est un peu la carte d'identité de l'entreprise. Quand vous prenez la DFE, il y a 4 pages. Deuxième page, il y a les impôts. C'est coché. Donc vous n'êtes pas peut-être comptable, mais demandez la DFE, vous allez voir. Et pour vous qui m'écoutez, vous allez voir qu'on pourra apprendre pas à pas la comptabilité. Ce n'est pas compliqué. Ok. Si ce n'est pas compliqué, dites pas compliqué. Si ce n'est pas compliqué, dites pas compliqué. Et je poursuis. Ok. Alors, vous devez faire aussi l'inventaire du capital. Vous devez faire l'inventaire du capital. L'inventaire du capital. Si vous avez des questions posées, l'inventaire du capital, savoir si le capital a augmenté ou bien le capital n'a pas augmenté. Les cœurs. Alors, on a un document qu'on utilise qu'on appelle manuel des procédures comptables. Le manuel des procédures comptables, c'est un guide de comptabilisation. Ce guide de comptabilisation vous permet de savoir les écritures à passer. Je vous donne par exemple une écriture d'opération courante. Par exemple, rattaché à un achat, on vous dit en même temps la transition comptable. Quelle écriture comptable à passer? Une écriture attachée, on va dire, aux ventes, on vous donne, une opération attachée aux ventes, on vous donne l'écriture comptable. Une opération attachée aux impôts, on vous donne l'écriture comptable. Une opération attachée aux autres opérations diverses, on vous donne l'écriture comptable. Donc quand vous avez ce genre de document, vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Donc ça s'appelle manuel de procédure comptable. C'est différent, ça vous donne un peu le cadre comptable, c'est-à-dire les grosses rubriques de la liste des comptes. Ça vous donne aussi ce qu'on appelle, j'ai dit, le traitement des opérations comptables. Il vous dit comment passer les écritures d'une opération à une autre. Quand vous avez ce document, vous êtes vraiment sauvé. Et là, nous l'avions en cabinet. Ok. On va poursuivre. Alors, on va poursuivre. Alors, ici, on nous parle des états financiers. Alors, voici un peu ce qu'on appelle la présentation schématique du cycle comptable. La présentation schématique du cycle comptable. Un bon comptable ou un bon praticien de la finance comptabilité doit maîtriser ce cycle comptable. Le cycle comptable, c'est un cycle routinier. C'est-à-dire que quand on dit cycle ici, c'est des étapes par sur et c'est comme un renouvellement. Vous allez voir que chez l'être humain, il commence déjà par la naissance.
Après la naissance, on a l'adolescence. Après l'adolescence, c'est quoi? Il y a la maturité, ainsi de suite. Il y a tout le temps une étape à suivre. En tant que comptable, vous devez réceptionner les pièces comptables. Une fois que vous réceptionnez les pièces comptables, vous devez faire quoi? Je vais dire une analyse minutieuse des pièces comptables. Et vous devez faire par la suite un tri des pièces comptables. Ensuite, vous devez imputer. Faire les imputations est différent de l'enregistrement. L'enregistrement, c'est un peu la saisie. Faire les imputations consiste à faire quoi? À proposer des écritures. On propose des écritures. En entreprise, quand une pièce vient, la procédure, c'est-à-dire les étapes à suivre, c'est ça la procédure. La procédure, c'est quoi? Vous devez pouvoir imputer. L'imputation consiste à proposer des écritures sur la pièce. On ne saisit pas directement, ou bien on n'enregistre pas directement. Vous proposez des écritures sur la pièce. Quand vous proposez les écritures sur la pièce, vous devez transmettre la pièce à votre supérieur hiérarchique qui doit vous donner autorisation à valider, c'est-à-dire à pouvoir saisir la pièce. Si vous ne donnez pas cette autorisation, vous ne pouvez pas saisir la pièce, pas possible. Et ça, c'est une procédure. Donc vous allez voir que si vous ne suivez pas cette procédure, vous faites vice de procédure. Et on peut vous renvoyer pour ça. Si vous êtes le seul comptable, alors vous devez imputer et assumer la responsabilité de la saisie. Ok, la saisie se fait au jour le jour. En réalité, la saisie se fait au jour le jour. Bon, si au 31 décembre d'une année, vous ne saisissez pas au jour le jour, qu'est-ce que vous faites? 1. Vous devez éditer une balance. La balance que vous éditez, que vous soyez à jour par, est appelée balance avant inventaire. La balance que vous saisissez, que vous soyez à jour par, est appelée balance avant inventaire. Une fois que vous avez la balance avant inventaire, vous faites ce qu'on appelle l'inventaire. L'inventaire consiste à faire tout ce que j'avais dit au préalable. C'est-à-dire faire l'inventaire de la caisse, de la banque, des immobilisations, des stocks, des clients, des fournisseurs, des impôts, des salaires, du capital, ainsi de suite. Des charges, même faire l'inventaire des pièces saisies. Parce qu'il faut faire une différence entre les pièces saisies et les pièces non saisies. Les pièces non saisies, d'accord. Les pièces non saisies, ce sont les pièces qui devront être régularisées. Même toutes les pièces qu'on n'a pas eu passer, c'est ce qu'on fait. On va passer les écritures de régularisation qui sont rattachées peut-être aux charges qui chevauchent sur deux exercices, plein de choses. Après tout cela, on va passer à l'édition d'une autre balance qui est appelée la balance après inventaire. Et c'est sur la base de la balance après inventaire qu'on monte les états financiers. Si on vous pose la question, savoir comment on monte les états financiers, vous allez dire, il faudrait que la comptabilité soit à jour. Et ensuite, nous allons éditer ce qu'on appelle la balance après inventaire. Tout en sachant que nous avons déjà fait l'inventaire et passer les écritures d'inventaire. Quand vous dites ça, il saura que vous maîtrisez. Parce qu'en posant des questions des fois pendant l'entretien, c'est souvent des questions pièges. Mais il faut faire très attention. C'est bon, vous me suivez? Ok, juste après la balance, après inventaire, on va faire ce qu'on appelle l'élaboration des états financiers. Le nouveau modèle des états financiers existe sur deux modèles. On a le système normal qui est rattaché au régime simplifié d'imposition et le régime normal d'imposition. Régime simplifié d'imposition et le régime normal d'imposition. Cela utilise le système normal. Et ceux qui sont à l'impôt synthétique utilisent le système minimal de trésorerie. Est-ce que vous me suivez? Système minimal de trésorerie. Alors nous ici en notre cabinet, on forme des praticiens à l'élaboration des états financiers sur ces différents deux systèmes. Ça peut aller. Donc les états financiers ici sont considérés comme un tout indissociable composé de quoi? Du bilan, du compte de résultat, du TFT, appelé tableau des flux de trésorerie, et des 39 notes. Ça fait 4 éléments. Et ce sont ces 4 éléments qui forment un tout indissociable qui est égal aux états financiers. Ça peut aller. Si ça va, vous me dites oui, ça va, chef. Ok. Si ça va, vous me dites oui, ça va, chef. Alors, ensuite, vous avez les tâches à faire de façon quotidienne. Alors, je vais vous montrer les tâches à faire de façon quotidienne. Alors, vous avez les travaux à faire de façon quotidienne. Au niveau des opérations par nature, voilà, on a les achats, on a la caisse, la banque. Voilà, les travaux à faire de façon mensuelle. On a les achats, la vente, la banque, la caisse. Voilà, et des travaux à faire de façon annuelle. Voilà. Voilà. Alors, règles de gestion. On va essayer de lire les règles de gestion. Toute écriture doit être gestée par les pièces valables. Les pièces valables, c'est quoi?
ce sont des pièces justificatives. On ne peut pas passer une écriture sans pièce justificative, ce n'est pas possible. Et quand vous passez aux écritures avec la pièce justificative, vous devez avoir une méthode de validation des pièces. Une entreprise qui n'a pas une méthode de validation des pièces est rattachée, je vais dire, à un gros risque. C'est quoi? Perte de données et doublon de données. Mais vous n'avez pas de système mis en place. C'est sûr que vous allez passer la même chose 2 fois, 3 fois. D'accord. D'accord. Ok. Elsa Cabré dit qu'elle est venue, d'accord. Tu vas lire les vidéos précédentes. Ok. Alors, seules les opérations régulières autorisées supportées par les pièces justificatives doivent être enregistrées en comptabilité. Bon, un exemple, il s'agit de quoi? On dit seules les opérations régulières autorisées et supportées par les pièces justificatives doivent être enregistrées en comptabilité. Vous avez une opération dont la période est déjà clôturée. Il y a une procédure à suivre. Vous voyez? On ne peut plus passer à la même date, mais il y a une procédure à suivre. Okay. Tous les enregistrements comptables doivent être effectués à la bonne période. C'est-à-dire que quand vous avez une pièce qui est passée peut-être en janvier, en réalité, c'est en janvier qu'on va passer. Mais si vous la découvrez en octobre et que la période de janvier est déjà clôturée, vous pouvez la passer en octobre. Vous la passez comment? Vous la passez au jour d'octobre où vous l'avez su, ou bien en fin octobre. Et vous mentionnez, vous précédez régule. Vous écrivez régule, c'est-à-dire régularisation, slash, et vous mettez l'opération. Et vous la passez. Les enregistrements comptables des opérations doivent s'effectuer dans le respect des principes comptables. Si vous voulez ici, dans le respect des postulats et conventions comptables. Les factures fournisseurs doivent être déposées en 2 exemplaires. Sachez que quand vous déposez une facture, vous devez avoir 2 exemplaires. Les factures normalisées, il y a toujours 2 exemplaires. Il y a l'original et puis la souche. La souche, c'est la partie client. C'est que si moi, KBFEC, je remets une facture à un client nommé Tatapion, ou bien nommé, je vais dire, Toto, ou bien Idjefa, voilà, je dois avoir 2 lots pour la facture. Il y a l'original et il y a la souche. Je remets l'original à Idjefa. Et Idjefa va décharger sur la souche et me remettre la souche. C'est marqué souche en miniature. Est-ce que ça va? Très bien. Alors, les documents comptables doivent être conservés au moins pendant 10 ans. En cas de contrôle, vous devez pouvoir justifier qu'effectivement l'opération est passée. Donc, vous devez conserver vos documents pendant 10 ans. Alors, même si après 10 ans, vous voulez détruire les documents, il faut avoir une broyeuse. Sinon, vos documents risquent de se trouver auprès des femmes qui vendent les galettes, mais les femmes qui vendent les pains avec condiments. Quand tu prends le pain, tu regardes le bulletin du gars est derrière là. Mais tu regardes, tu vois toutes les données d'une entreprise auxquelles les informations devront rester confidentielles. C'est important. Ok. Les soldes des comptes de tiers doivent être analysés et justifiés mensuellement. Alors, votre employeur a besoin de savoir si les données que vous lui transmettez, c'est la créance. La créance, c'est un peu, je vais dire, une économie. Voilà. Une économie virtuelle. C'est-à-dire, les gens vous doivent, mais est-ce que c'est vraiment ça? Pour le savoir, vous devez procéder à un rapprochement entre les données théoriques et les données physiques. Alors, vous devez vérifier. Mais vous pouvez faire un contrôle de second niveau, appeler même les clients pour s'en rassurer que vraiment le solde est exact. Il y a plusieurs techniques. Les règlements par chèque doivent passer par les comptes de virement interne, virement de fonds. La responsabilité du suivi comptable et financier incombe au département financier. Bon, ici, c'est parce qu'il y a un département financier. Bon, s'il y avait un comptable, on va dire c'est rattaché au comptable. Ça peut aller. Ok, Ahmed Cynthia. Oh, Ahmed, tu es venu en retard. Hein? Attention à toi, tu donnes trop. Ok, ensuite, on vous a proposé une procédure comptable. Voilà, qui va vous dire, au fait, comment on doit pouvoir traiter les pièces. Alors, laissez-moi vous justifier cette procédure comptable. Alors, on vous dit ici que lorsqu'on reçoit une pièce, qu'est-ce qu'il faut faire? Cela passe par la secrétaire. La secrétaire essaie de pouvoir traiter la pièce. Ensuite, elle soumet ça au DF, le directeur financier. Si chez vous n'êtes pas le directeur financier, vous mentionnez le poste selon la hiérarchie. Ensuite, le DF remet à qui? Au SFC. Le SFC, c'est le service finance comptabilité. Qui fait quoi d'autre encore? Qui le transmet au comptable pour analyse de pièces. Ensuite, qui fait quoi d'autre? Qui le soumet à la secrétaire. Voilà, ainsi de suite. Vous voyez, c'est... Alors, voilà, c'est un peu, je vais dire, une procédure qui a été édictée. Voilà, c'est une procédure qui a été édictée. Voilà. Ça peut aller. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir mettre en place une bonne comptabilité? Vous avez besoin d'avoir, comme je l'ai dit, des classeurs. Des classeurs, vous avez besoin des classeurs, vous avez besoin des cartons pour les archives. Vous avez besoin de pouvoir avoir un tampon préimprimé, de sorte que quand une pièce vienne, vous puissiez tamponner sur la pièce. Et sur le tampon, il y a par exemple le journal.
auquel vous devez saisir. Il y a le numéro de compte et le montant à débiter, le numéro de compte et le montant à créditer. Tout ça figure dans le tampon. Et chaque pièce, vous le mettez. Et vous devez avoir un cachet saisi. De sorte que si la pièce est saisie, cela puisse porter la même numérotation du logiciel et de la pièce. Cela permet de faciliter les recherches. Et mon comptable, lorsque nous demande une documentation, il ne doit pas prendre trop de temps. C'est très important. Il ne doit pas prendre trop de temps. C'est très important. Alors, vous devez aussi avoir, je vais dire, des classeurs. Par exemple, pour les achats, on va parler de journal achat, opération d'achat. Des classeurs pour les ventes, journal vente, opération vente. Des classeurs pour la banque. Si vous avez domicilié votre compte banque dans plusieurs banques, c'est-à-dire BOA ou bien BCC, vous devez avoir aussi deux journaux des banques. Journal des banques BOA, journal des banques BCC ou bien autre banque. Ça doit être vraiment, je vais dire, séparé. Journal caisse, vous devez avoir rattaché aux opérations de caisse. Journal, je vais dire, OD, opérations diverses, attachées aux opérations comme les salaires, attachées aux opérations comme les salaires, les services extérieurs. En réalité, on passe les écritures du journal achat avec les comptes portant sur tous les achats. Achat d'immobilisation, achat de marchandises. Si vous voulez, achat d'immobilisation, c'est la plupart la classe 2. Achat de marchandises, la plupart des comptes 60, 61. Maintenant, les comptes à partir du 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Les comptes à partir de 60, je vais dire 72, 73, 75 jusqu'à plus sont passés, tous ces autres éléments sont passés dans les OD. Les OD prennent en compte tous les services extérieurs. Il faut faire très attention à la séparation des choses. Beaucoup de personnes me demandent, mais monsieur, s'il y a achat d'immobilisation, est-ce qu'on va créer un journal d'immobilisation? Non, c'est un achat. C'est un achat qui porte sur une mobilisation. Lorsque l'achat porte sur une mobilisation, il y a les marchandises. Si ça porte sur une marchandise, c'est les comptes 60. Si c'est une mobilisation, c'est la classe 2. Ces deux éléments-là sont passés dans le journal achat. S'il y a un règlement, cela va passer dans le journal de règlement. Et les autres types d'opérations dans le journal OD. Les autres types d'opérations dans le journal OD ne prennent pas en compte les opérations d'achat, ne prennent pas en compte les opérations de vente, ne prennent pas en compte les opérations rattachées au règlement, ça veut dire trésorerie. Faites très attention. Alors, nous sommes au seuil de la fin de ce cours portant sur la mise en place d'une organisation comptable. Voilà, voici un peu ce à quoi j'ai voulu vous proposer pour le suivi, voilà, pour pouvoir, je vais dire, vous aider dans le confinement. Voilà, voici la liste des journaux, voilà, les journaux, voilà, la plupart des journaux. J'ai voulu vraiment aider ceux qui sont considérés comme mes abonnés, voilà, qui suivent ma page. Alors, je rappelle, je suis au 07 26 02 92. Vous précédez le plus 225. Voilà, mon nom c'est Dar Charlie. Voilà, Dar Charlie, D-A-C-H-A-R-L-Y. Voilà, vous pouviez me contacter à tout moment sur le profil Facebook, sur, je vais dire, par appel, par SMS et puis plein d'autres choses. Je suis le directeur général du groupe KBFEC. KBFEC, quand vous faites une recherche sur Google tout de suite, KBFEC, C-A-B-E-F-E-C, vous allez voir toutes les différentes choses que KBFEC a pu faire. On est vraiment extraordinaire. On permet à quelqu'un qui ne maîtrise pas la chose de pouvoir apprendre de façon vraiment passionnelle et de pouvoir apprendre pas à pas. Avec nous, c'est sûr que vous aurez vraiment satisfaction à vos besoins, vous aurez l'atteinte de vos objectifs. On fait des formations, je vais dire, pour la certification au métier de comptable, chef comptable, en ligne, pour la certification d'audit et contrôle de gestion, en ligne, pour la certification de Microsoft signée par le délégué régional Microsoft Afrique, en ligne, et plein d'autres certifications. Vous pouvez me contacter pour ceux qui sont vraiment intéressés. Alors, il y aura encore une autre formation gratuite, voilà. Tout à l'heure, on va vous le signifier, si vous me suivez toujours à travers notre page Facebook, là, 20 07, il est quoi? On dit quoi? Votre 07, il est votre numéro WhatsApp. Oui, votre numéro WhatsApp c'est 07 26 02 92. Il est WhatsApp, vous pouvez m'appeler par WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp puisque je suis beaucoup sollicité. Vous m'envoyez des SMS avec précision du besoin, avec vos contacts, je m'évertuerai de vous contacter. Merci pour vous tous qui avez vraiment suivi cette vidéo. Elle va rester sur la page. Pour ceux qui n'ont pas pris en cours, ils pourront, on va dire, lire la vidéo et surtout partager au maximum. Partager au maximum autant de fois pour que cela puisse servir en même temps de connaissances à tous ceux auxquels vous avez comme amis. Merci. Si vous avez, je crois, 2-3 questions, s'il y a peut-être des remerciements à faire, c'est le moment de le faire parce que nous avons, je vais dire, 2 minutes voilà, pour pouvoir clôturer.
Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de choses que nous allons faire de façon gratuite. Il suffit d'être là, il suffit de nous suivre, il suffit de partager énormément et vous allez avoir ces choses. Il y en a aussi qui seront payants aussi. Hein, voilà. Il faudrait que le formateur puisse vivre. Le formateur, il faudrait le chatouer, il faudrait le motiver. Voilà, c'est important. Donc, tout à l'heure, nous allons faire la mise en place pour la deuxième formation. Voilà. La deuxième formation portant sur le manuel des procédures administratives, financières et comptables. Il y a des procédures qui sont dites administratives, des procédures qui sont dites comptables, des procédures qui sont dites budgétaires. Est-ce que vous les connaissez? Je vous donne rendez-vous. Appelez le numéro 07 26 02 92. Je vous donne rendez-vous. C'est sûr qu'on le fera sûrement demain. Voilà. Sûrement demain, après si c'est l'après-midi, mais sûrement demain. Vu qu'on a fait pratiquement 2 heures de temps en termes de vidéo, en réalité c'était 1 heure de temps, on a fait 2 heures de temps, c'est ça pratiquement demain. Je crois autour de, on va mettre, je crois à midi, voilà. Midi, à partir de midi on démarre, midi 00. Vous permettre aux uns aux autres de pouvoir aussi assister, c'est important. Merci beaucoup et n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de me contacter en inbox. N'oubliez pas de m'appeler par SMS ou par WhatsApp sur mes coordonnées téléphoniques 07 26 02 92, Côte d'Ivoire, plus 225. Merci bien et que Dieu vous bénisse. Que vous soyez invisible au coronavirus. Alors, je vais dire merci à Alassane Koné. Ah, il a été vraiment présent, Alassane Koné, merci. Elisa Cabré, Ahmed Cynthia Diapo. Merci à l'emblématique Cyrus. Merci à Pluriconseil Expertise. Tout le personnel du CABEFEC. Merci à Abel Kouassi, Alassane Koné. Voilà. Merci à Charlotte Ako, Christian Roussou, voilà, Suleiman Fofana. Je vais dire Clément Akossan. Je vais dire Rachel Ouattara, Bancier. Voilà, Danoé Zoua, tout le monde, je vous remercie et donnons-nous rendez-vous très prochainement, demain, à partir de midi. Alors, demain, je pense que c'est le jeudi 9. Jeudi 9, on se donne rendez-vous à midi. Alors, à partir de midi, on va faire la formation gratuite. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci.